Mon père, l'idéaliste, l'anarcho-syndicaliste. Tu aurais pu rester à la maison avec nous trois, mais ton combat t'appelait comme le chant des sirènes. Ton idéologie était plus forte et plus impérieuse que nous trois, tes enfants. Ton idéal révolutionnaire anarcho-syndicaliste t'empêchait de voir la réalité et le désespoir de tes trois petits. Nous, tes trois enfants, nous étions les grands oubliés du monde que tu voulais sauver. Mon père et tous ces gens qui ont lutté pour la liberté et pour défendre leurs idéaux, je pense que c'était vraiment de grandes personnes, c'est des gens qu'on peut admirer. C'est vraiment, surtout qu'ils étaient très jeunes, papa avait 18 ans, je pense que c'est vraiment, ça fait preuve d'une grande maturité à cet âge-là de lutter pour défendre ses idéaux. Je trouve ça, c'est admirable. Les puissances nazies et fascistes étaient venues non seulement aider Franco à gagner la guerre, mais aussi à utiliser l'Espagne comme terrain d'essai pour tester l'efficacité de leurs armes dans le domaine militaire et psychologique. Ils ont été les premiers à utiliser le bombardement systématique des villes. Oh oui, maman. Tu nous l'as raconté déjà 100 fois. Ah bah moi on a parlé aux enfants de la guerre, on en parlait, sans parler, parce que moi, mes enfants, bon bah, vous savez, ça rentrait par une oreille et ça sortait par l'autre. Il faut l'avoir vécu. Parce que pour eux, les jeunes, vous leur racontez ça quand ils étaient gamins, et ce qu'on a vécu, ben, vous savez, c'est tout juste, ils en riaient pas. En se demandant si ça, ils n'avaient pas lu un film ou un bouquin. Ils savaient pourquoi qu'on était là aussi, pourquoi vous avez passé la frontière pour les idées, pas parce qu'on a tué ni martyrisé personne, nous. Hein. Mon père, il était assez âgé pendant la guerre et il a été appelé à l'armée presque à la fin de la guerre. Il a été envoyé au front de l'Ebro. Et là, il avait une bonne partie de sa famille était de l'autre côté. C'est comme beaucoup de familles qui étaient cassées. Hein? Il y avait le côté républicain, au côté national. Et mon père, je pense qu'il disait, c'est pas ma guerre, cette guerre est perdue, je pense. Il n'aimait pas en parler jamais, mais il nous a raconté qu'il a vu des scènes terribles. Il me racontait une défaite et des soldats qui ont retourné après 2 ou 3 jours avec des difficultés immenses, et alors on les a fusillés pour traîtres. Alors il était très déçu. Alors un jour, il était dans un poste avancé. Il a commencé à marcher. Simplement, il est arrivé au côté national, au côté de Franco. Pour moi, quand j'étais jeune à l'université, j'étais une jeune communiste. Et c'était très difficile d'accepter cette histoire. J'avais l'impression que mon père était un traître de droite. Mais après, j'ai compris très bien mon père, j'ai compris la complexité du phénomène de la guerre, d'une guerre fratricide. Et j'ai accepté absolument ces passés de mon père. Et je me rappelle qu'un jour, il a dit « ils ne sont pas les miens ». Seulement ça. Maintenant, je suis très orgueilleuse de mon père parce que je pensais il faut tous se rappeler qu'est-ce que c'est qu'une guerre civile. Les républicains, c'était beaucoup
partis politiques différents. Il y avait les socialistes, il y avait les communistes, il y avait des anarchistes, bon, il y avait des partis très forts. Alors évidemment, il y a eu en 1936, en février 1936, le Front populaire, donc une coalition de tous les partis républicains, dits républicains, à cette époque-là, qui se sont mis ensemble pour essayer donc de sauver la République. Mais on est dans une Espagne où il y avait deux camps. Il y avait le conservatisme, la tradition, et puis il y avait la modernité. Il fallait rentrer dans le XXe siècle. L'Espagne n'était pas rentrée économiquement encore dans le XXe siècle, comme avait pu rentrer l'Angleterre ou la France ou l'Allemagne. Et donc on était encore dans un pays où 70% étaient paysannes encore, hein, ou même illettrés. Et dans les deux sens du terme, c'était une guerre civile entre deux théories politiques, qu'elles soient franquistes ou républicaines, mais aussi une guerre civile dans le camp républicain. Puisque c'est vrai qu'ils se sont entretués, mais ils étaient complètement en désaccord hein, aussi sur plein d'idées politiques. Donc les cicatrices ne se sont pas refermées en Espagne, cette guerre civile, dite guerre civile. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez difficile à vivre, encore aujourd'hui. Puis un autre, puis encore un autre. Ce livre, La mémoire à vif des exilés espagnols, se veut un vaste panorama de l'odyssée des républicains espagnols en faveur de la liberté contre la dictature franquiste et qui, rappelons-le, avait été soutenue par Hitler et Mussolini. Mais il veut aussi s'interroger sur comment la mémoire de l'histoire se transmet entre les générations. Et bien entendu, quand on part dans une quête comme ça de 5 années, on s'en trouve transformé soi-même. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette histoire court, quand on est de cette mouvance-là, l'histoire à la fois des républicains espagnols et aussi l'histoire personnelle. Tous les fils de réfugiés, je veux dire en grosse majorité, souffrent du même syndrome, c'est l'absence d'information de la part de leur père. Aucun père n'a parlé. Alors nous, il nous reste un grand point d'interrogation. Pourquoi ? Je crois que le pourquoi, on ne saura jamais. Pourquoi? Les indices, parce que chacun cherche un pourquoi pour se rassurer. Pourquoi papa, il ne m'a pas raconté? Et mon papa, il n'a rien raconté du tout. Moi, c'est les autres qui me racontent ce qu'ils ont fait papa, j'en sais rien du tout. À moi, il ne m'a jamais rien raconté. Il m'a dit toujours, écarte-toi de la politique. Ne fais pas de politique. C'est la mort, ça. C'est terrible. C'est tout ce qui m'a transmis mon père. Mais je crois que c'est ça, le drame. Alors, il faudrait que tous les fils se rendent compte qu'il n'y a rien à faire, quoi, là. Quand j'ai posé la question à mon père, c'était presque à la fin de sa vie, et il m'a répondu, mais j'ai fait ce que je devais faire, et je n'ai pas à m'expliquer. C'est pas un secret, je pense que c'est des gens qui sont humbles, qui sont retrouvés face à une situation politique, qui étaient des militants, qui n'étaient pas des militants, mais qui pensaient qu'il fallait faire quelque chose, et qui devaient le faire. Mais la majorité des gens qui se sont battus pendant la guerre d'Espagne, c'était pas des intellectuels. La preuve, beaucoup ont fini dans les camps, c'était pas tellement les intellectuels, parce qu'il faut être honnête aussi, tous les intellectuels étaient déjà partis. Et moi, et donc je comprends ce silence, parce qu'ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils ont fait. Pour eux, c'est un naturel, parce qu'ils ont une conscience de classe. Pour ces oubliés de l'histoire, il y a une injustice. Ça, vraiment, moi, la grosse colère, certainement, qui motive cette réappropriation de la mémoire historique du camp républicain, c'est la façon dont ils ont été traités, et après la guerre, comment ça a continué. Et donc, c'est là, maintenant, j'éclaire en moi ces deux notions, l'exil extérieur et l'exil intérieur, qui a été terrible. Les dictatures gagnent quand elles empêchent la chaîne de la mémoire de se continuer. Et ils ont failli, Franco a failli le réussir pour l'Espagne. La difficulté à l'Espagne à se rapproprier cette histoire du camp républicain vient de là, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi pratiquement à couper la mémoire. Heureusement, il y a eu une espèce de feu follet, de retour de flamme de la mémoire des petits-enfants qui est en train quand même de changer la donne en Espagne. Voilà. Parce que la propagande avait masqué les choses. Très tôt, dès les années 60, dès l'essor du capitalisme, le franquisme a fait de l'Espagne paella, sol y vino, y toros. Et puis le reste, castagnettes. Et donc, sous les castagnettes, il y avait les cris des morts. Et ces cris des morts, les gens sont effarés quand on découvre qu'est-ce que ça a été.